Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, nous nous réveillons de nouveau avec cet élément que nous avons d'ailleurs commencé sur la chefferie. Kabylie en pleine civilisation thème. Au fait, il ne s'agit pas de la chefferie qui est devenue la pomme de discorde entre les thèmes et les Kabylie. Il s'agit bien sûr des terres. Quand on dit terre, on peut logiquement dire que le Togo est assis sur un volcan. D'autant plus que depuis les années 1953, si j'ai bonne mémoire, si je me réfère à ce que l'oncle a laissé dans les livres, le problème était déjà latent. Sauf que le premier président du Togo, le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, n'avait pas eu sincèrement du temps pour s'attaquer à ce problème. 63, en 3 ans, on ne peut pas s'attaquer au problème que le colon allemand et le colon français ont laissé. Il est décédé dans les conditions, ou il est mort dans les conditions que nous connaissons. Ensuite vient le cap de Grunitzky, Nicolas Grunitzky, qui n'avait pas eu aussi le temps nécessaire. Il s'en est allé dans des conditions plus ou moins piteuses, pour ne pas dire effroyables, puisqu'il s'en est allé par un accident du côté de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu le long règne de Gnassingbé. Eux, ils ont eu le temps nécessaire pour résoudre ce problème définitivement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder ailleurs. Non seulement ils vont regarder ailleurs, ils vont l'amplifier. Non seulement ils vont l'amplifier, ils vont en faire un problème politique. Désormais, quand on parle des problèmes de terre, les Kabylie sont chauffés à blanc. Les Kabylie sont ordonnés. Ils sont convaincus qu'ils ont le monopole d'abord des terres et ensuite le monopole de la violence. D'autant plus qu'il n'y a pas eu un travail citoyen, un travail civique pour leur dire que chaque parcelle de terre dans ce monde appartient à quelqu'un. Moi, je vis en Allemagne. Je voyage beaucoup, je vais en Belgique, je vais en Hollande, je vais même au Danemark parfois. Je vais à Londres, je vais dans des pays. Beaucoup, je voyage beaucoup. Et ce que l'on remarque toujours, c'est que quand on prend sa voiture, on rentre dans un pays, la première chose qu'on peut remarquer sont ces plaques. La plaque qui te dit tu viens d'arriver dans cette ville. Et quand tu traverses la ville, tu revois une plaque qui te dit la ville prend fin ici. Commence maintenant une nouvelle ville. Quand tu vas dans les profondeurs, tu remarques qu'un village débute ici. Et plus loin, il prend fin ici. Les hameaux, les plus petits hameaux, les petits hameaux de 50 personnes, de 20 personnes. Vous voyez 2 habitations, 3, 4 habitations. Mais ça porte un nom. On sait à qui appartient la terre. C'est ce déni d'affronter notre histoire qui fait que nous tournons en rond. Là où le dirigeant va se lever et faire en sorte que tout le monde vive en sécurité et dans la paix, le dirigeant africain a l'art de mélanger tout le monde. Il ne le mélange pas parce qu'il aime lui, sa propre ethnie, mais parce qu'il aime lui, son pouvoir.
c'est par ce jeu de chaises musicales qu'il finit par convaincre les siens que si je m'en vais, ils vont vous exterminer, ils vont vous faire du mal. Et dans ce scénario, Yadema joue le rôle de grand maître, de grand patron, de metteur en scène. J'ai voulu ici ce matin continuer la lecture de mon livre. Quand je dis de mon livre, je dis du livre de ce grand et immense homme appelé Pierre Napo Ali. Et Pierre Napo Ali, Dieu a fait en sorte qu'il n'est pas quelqu'un de loin. Il est quelqu'un de près. Je parle avec émotion parce que quand c'est ton sang qui laisse ces mots, qui laisse ce travail de fond, une fierté te traverse. Et c'est à cause de cette fierté que moi aussi, je m'en vais vous lire ce qu'il a laissé par fierté. Qu'on nous aime ou pas, on a la capacité au moins, dans la famille, je veux dire chez les amis, de dire ce que nous pensons. Quand on ne sait pas dire à haute voix ce que nous pensons, nous le disons dans les écrits. Hier, l'oncle lui immortalisait tout ceci dans les écrits, ne sachant pas que son neveu va continuer ce travail par la parole. Je suis fier de porter le nom Ali. Et je suis aussi fier d'être l'enfant de celui qui est venu plusieurs fois aux archives ici, en Allemagne, voir ce qui s'était passé et retranscrire fidèlement ce qui s'était passé sous l'époque allemande d'abord et ensuite sous l'époque française. Ceci ne souffre d'aucun doute que la vérité, elle jaillira. Mais vivement que quand elle jaillira, que ça ne soit pas avec les pogroms. D'autant plus que les dirigeants veulent que ça soit avec les pogroms. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas cette affaire. Elle n'est pas aussi compliquée qu'on le dit. Il suffit seulement de se référer aux archives et tout le monde, désormais, pourra être dans son coin. Personne ne pourra aller chasser l'autre ou personne ne pourra aller voler la terre de l'autre sous le simple prétexte fallacieux qu'il est plus armé que l'autre. Ceci dit, on m'a envoyé une capture d'écran que je vais vous lire. Mais avant de vous lire cette capture d'écran, j'ai voulu dire aux uns et aux autres de commencer par s'informer. Un peuple qui n'est pas informé est un peuple qui est voué à se déchirer tout le temps. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple voué à disparaître. Un peuple qui aime les choses insignifiantes du genre « nous allons aller fêter accident de Sarakawa vêtu de blanc » est un peuple qui est voué à être brimé, à être ridiculisé. Quand vous avez un peuple dans lequel les gens sont plus fascinés par des fêtes inutiles, cela veut dire que le peuple ne peut pas tenir dans cette mondialisation brutale, voire cynique. Et c'est à ce stade qu'on est en train d'amener le Togo, sinon les Togolais. Chers frères, chères sœurs du Togo, prenez-en conscience. Le monde est violent et brutal. Le monde, il est violent et brutal. Ces mots ne sont pas de moi. Ces mots sont de Nicolas Sarkozy. Quand il devrait laisser les bureaux de l'Élysée, nous pensions que Nicolas Sarkozy allait
nous laisser un grand discours. 2 mots ont suffi pour qu'il débarrasse le plancher. Il nous disait, le monde est violent et brutal. Quand j'ai fait la sortie sur la chefferie la chefferie Kabia en pleine civilisation thème, je ne sais pas, quand je fais les choses, je ne vais pas lire les commentaires. Il y a un monsieur qui m'a envoyé ce commentaire et c'est à cause de ce commentaire, justement, je fais cette sortie. Un monsieur commente ceci. La chefferie Kotokoli n'a jamais existé à Pario, avant l'arrivée des Kabiers. Sinon, donnons-nous la famille qui y était. C'est dans les années 1900 que les Kabiers sont arrivés avec les Allemands pour y mettre en valeur la colonie. Où étaient les Kotokoli à l'époque? Ce sont les Allemands puis les Français qui octroyèrent les parcelles. J'ai voulu dire à ce monsieur qui nous a laissé ces mots qu'il s'est planqué. Ce qu'il dit est bien faux. Pierre-Ali Napo, avec bien sûr les archives à la main, nous dit bien autre chose. Mais avant d'y arriver, je vous rappelle que l'objectif du livre, de l'écriture du livre, a été plus ou moins suggéré par feu le général Gnassingbé Eyadema. L'objectif de l'écriture de ce livre a été plus ou moins suggéré par feu Gnassingbé Eyadema. D'autant plus que l'oncle était couché malade. Il le fit appeler par Fort Gnassingbé et il voulait savoir d'où vient le nom administratif Lamakara que porte la préfecture de la Kosa. L'oncle a pris son temps. Il a brossé à Fort Gnassingbé, qui n'était pas président, il était ministre. Il lui a brossé plus ou moins ce qu'il voulait entendre. Très malin, Fort Gnassingbé n'a rien dit. Il a promis seulement à Pierre-Ali Napo, au professeur Pierre-Ali Napo, qu'il lui reviendrait. Il n'est plus jamais revenu. Il savait que les vérités, les vrais vont sortir. Le rusé Bassari, très malin, lui, il va prendre sur lui. Pas de parler, mais de mettre tout ce qui est vrai dans les livres. Pour que demain, je dis pour que demain, quelqu'un ne vienne pas dire que c'est à moi ceci, c'est à moi cela. Vous voyez très bien que le Togo égorge d'éminents historiens. Sauf que les historiens là pissent dans leur froc quand il s'agit de parler du vrai drame du Togo. Le vrai drame, c'est le problème de terre. C'est le problème de terre au Togo. C'est le volcan sur lequel nous tous nous sommes assis là-bas. Mais le Bassari, lui, va faire fort. Il va le mettre dans les livres. Sauf que je ne crois pas que 10 personnes ou 20 personnes ont lu le livre. Si ce n'est tout autour de lui, quelques 2 ou 3 intellectuels. Pas parce qu'ils ne veulent pas le lire, mais parce qu'ils ont peur. Quand on a lu un livre, on ne garde pas ce qu'on a lu pour soi. Quand ça doit aider tout le peuple, on sort et puis on gongonne. C'est le rôle de gongonneur que je fais actuellement. Allons-y droit au but. Après vous avoir déjà lu ce petit passage de ce commentateur sur les Kabiers. À la page 14 du livre L'expansion Kabieloso en pays Bassar et Tchaodio dans le nord du Togo de 1898 à nos jours, le professeur Pierre Napo Ali écrit ceci. Dans le cas des installations
également dans d'autres régions du Nord, l'aspect particulier du phénomène migratoire Kabylie-Losso est que souvent, celui-ci se fait en masse sur des populations qui ne s'y attendaient pas, même si elles sont déjà un peu habituées à ces gens qui arrivent. Ce mouvement est différent des mouvements qui se produisaient parallèlement en direction de certaines régions du sud du Togo depuis la période allemande, pour des raisons de travail en masse, mais souvent de durée limitée. Toujours au nord, les nouveaux venus se dispersent parfois lentement au sein de la population autochtone, qui n'en est pas effrayée, parce qu'elle trouve son compte par le travail que ces immigrants accomplissent. Des exemples de tels mouvements de paysans Kabylie-Losso, quittant d'eux-mêmes leur pays à la recherche de terres, de culture, sont à l'origine de faits qui demandent profonde réflexion sur la cohabitation, la coexistence ou la fusion des ethnies togolaises actuelles. Certes, la migration Kabouré-Losso a été suscitée pendant des décennies par le colonisateur européen dont le seul objectif était la réalisation de ses intérêts. Le processus de cette émigration entamée du temps allemand depuis 1898 a continué avec le même élan au temps français pour aboutir à l'expansion des Kabylie-Losso dans tout l'ancien cercle allemand de Sokodé-Bassari, atteindre la partie sud de ce cercle et déborder sur le territoire de la Yanga. Cette expansion commencée avec la conquête allemande, poursuivie au-delà de 1953, avec beaucoup de difficultés entre les Kabylie-Losso d'une part et les autochtones Bassari-Kotokoli d'autre part, sur lesquels ils se sont déferlés, ne semblent pas avoir fait mouche sur la conscience des responsables politiques togolais actuels. Je reprends cette phrase. Cette expansion commencée avec la conquête allemande, poursuivie au-delà de 1953, avec beaucoup de difficultés entre les Kabylie-Losso d'une part et les autochtones Bassari-Kotokoli d'autre part, sur lesquels ils se sont déferlés, ne semblent pas avoir fait mouche sur la conscience des responsables politiques togolais actuels. En son temps, c'est-à-dire à partir de 1953, l'administration supérieure française au Togo avait été appelée à trouver une solution à cette dangereuse et épineuse situation. Mais les problèmes de politique coloniale en général, ayant pris le pas à partir de ce moment sur les questions sociales, dont celles concernant la paysannerie. Le gouverneur Laurent Péchaud ne put lui trouver une solution puisqu'il a été lui-même rappelé à Paris de façon inattendue et remplacé par Bérard comme intérim. Or, il s'agissait ou bien qu'il vienne lui-même au nord, ou qu'il envoie son secrétaire particulier, ou bien encore un représentant attiré pour donner des instructions à considérer comme définitives par les populations. Le règlement du problème des terres entre les Kabylie-Losso et les autochtones n'ayant pas été réglé, c'est la loi du plus fort qui risque un jour de prévaloir. Je vous relis cette phrase. Le règlement du problème des terres entre les Kabylie-Losso et les autochtones n'ayant pas été réglé, c'est la loi du plus fort qui risque un jour de prévaloir. Je continue. En illustration un peu de ce que nous pouvons prévoir, il suffit de reprendre quelques propos contenus dans le rapport de tournée en février 1953 de l'adjoint au commandant du cercle de la Makara, Rémi Madier, pour tenter de trouver une solution au problème de terre entre Kabylie et Kotokoli. Dans son rapport, il confirme que les Kabylie ne nient pas de se trouver en terre Kotokoli, mais signalent: nous seuls avons défriché la brousse. Nous seuls cultivons ici aujourd'hui. On ne nous a jamais rien réclamé en dehors de l'impôt que nous payons à la Makara.
Nos chefs jugent selon notre coutume nos affaires privées. Pourquoi changer aujourd'hui ce qui nous donne satisfaction? Le chef Bagnon qui tient ces propos ajoute que des gens sont prêts à se battre et que le vainqueur gardera la terre. On note que les propos du chef ne sont pas restés lettres mortes, même si là le fait n'est pas immédiatement intervenu. Il s'est appliqué sans retenue à plusieurs reprises, un peu partout, dans les cercles de Sokodé de Bassari. Plus grave, les Togolais étant entrés dans les difficultés politiques des années 1955, les questions institutionnelles et constitutionnelles vont éclipser les plus importantes que celles de la paysannerie togolaise. Et cette situation n'a pas changé au Togo depuis des décennies. On ne s'imagine pas ce qui peut arriver un jour à ce pays s'il ne prend pas soin de s'attaquer au gigantesque problème qu'est celui de la terre. Je reprends. Et cette situation n'a pas changé au Togo depuis des décennies. On ne s'imagine pas ce qui peut arriver un jour à ce pays s'il ne prend pas soin de s'attaquer au gigantesque problème qu'est celui de la terre. Les alliés sont en train de faire leur part. Le premier, il a écrit ce que les archives disent. Le second, il est en train de vous lire ce que le premier a écrit. De toutes les façons, nous sommes en train de prévenir le peuple togolais dans son entièreté que le problème de terre est un volcan. Nous sommes ici en train d'attirer l'attention des dirigeants que le problème de terre peut devenir une bombe, peut engendrer des pogroms et qu'il faille absolument, sans complexe, prendre le problème à bras le corps, le résoudre comme les bons dirigeants qui ont régenté l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Canada, voire l'Afrique du Sud, en train de le faire. Je lisais il y a quelques temps, 2 ou 3 jours, je crois, comment le pouvoir noir est en train de mettre la main sur les terres que le pouvoir blanc de l'apartheid avait volées aux Africains, noirs bien sûr. Je veux dire ici, à Fort Gnassingué, de cesser de jouer au malin. Ce matin, quand il réveilla mon oncle, soit dit en passant qu'il voulait en savoir, mon oncle lui fit part de ce qui était vrai. S'il n'est pas revenu pour qu'ensemble, ils travaillent ce problème jusqu'à la mort de mon oncle, il lui revient de prendre ses responsabilités, de cesser de jouer au malin, de ne pas favoriser son ethnie et de ne pas faire en sorte de laisser le problème de terre en l'état. C'est très malsain ce qu'il est en train de faire. Très, très malsain. Les archives sont là pour l'édifier. S'il veut bien, nous l'aiderons. Nous lui enverrons les livres. Ou mieux, nous lui expliquerons ce qui s'est passé. Quant au grand peuple Kabieloso, ce n'est pas une honte que de naître dans un coin du monde où on n'a pas de terre cultivable. C'est plutôt une honte de s'approprier illégalement des terres des autres. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire à vous tous, bon samedi, bon week-end.